Salut à toutes, salut à tous, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode supplément de Tech Café où on va parler des entreprises du numérique. On appelait ça de mon temps, ça vous donnera une indication sur mon âge, les SS2I. Alors que vous soyez en train d'évoluer dans ce type d'environnement professionnel, que vous envisagiez d'y faire carrière ou même si vous n'y connaissez rien mais que vous êtes un petit peu curieux, bienvenue dans cet épisode qui s'annonce peut-être plein de piquants et pour cause, je reçois pour cet épisode quelqu'un qui m'a sollicité par mail. Alors pour tout dire, je reçois plein de mails pour réaliser des épisodes spéciaux de Tech Café. Et en général, je réponds pas parce que souvent les propositions sont un petit peu farfelues. Mais c'est un exemple qui va vous montrer que peut-être il faut quand même que vous me contactiez malgré tout parce que le mail que j'ai reçu pour cet épisode m'a pas mal interpellé. À la fois sur le fond et je dois le dire sur la forme, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans cet épisode Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Guillaume. Dans ton mail, tu indiquais que ton leitmotiv c'était de dire aux professionnels de la tech qu'être bon dans son boulot, évidemment c'est bien, ça on sera tous d'accord, mais connaître les règles du jeu dans le monde du travail évitait les mauvaises surprises. Alors Marlène, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien écoute, donc Marlène, la trentaine bien avancée, je connais ce sujet, on va dire, de la tech et de l'évolution de carrière dans la tech, puisque pendant quelques années, j'ai été manager dans une grande ESN. Donc je gérais une agence de consultants en informatique, pour ma part plutôt côté applicatif. Donc je recrutais ces consultants, je leur trouvais des missions chez mes clients ou sur des projets en interne, et puis je gérais aussi le budget de mon agence. Mais bon, depuis, j'ai quitté l'entreprise et je me définis, on va dire, comme une manager repentie, puisque j'ai épousé aussi un développeur, donc je vais mieux. Je suis passée de l'autre côté. Donc vraiment, j'ai adoré ce métier par certains côtés. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai rencontré de merveilleux candidats, de merveilleux consultants, des super collègues. Mais j'ai aussi vu l'envers du décor des ESN et au bout d'un moment, je n'étais plus du tout alignée avec ma boîte. Et donc, je l'ai quitté fin 2021. Et donc là, j'ai plein de nouveaux projets dans la tête et puis aussi partager mon expérience, notamment sur les réseaux ou via un blog que je suis en train de monter et puis avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, je sais pas, les confinements qui ont amené à te poser des questions que tu ne serais pas posées autrement ? Ou est-ce que ça a été une évolution logique dans ta réflexion ? Je me posais déjà pas mal de questions. Alors, quand je suis partie de Paris, que je suis allée à Nantes, alors je suis restée dans mon entreprise, mais j'ai pu bénéficier donc de... Tu fais partie de ces gens bien qui ont quitté Paris. Exactement. Et puis, j'ai été maman 2 fois. Et très clairement, je commençais à avoir un problème d'emploi du temps et d'alignement entre les valeurs que je voulais inculquer à mes enfants et puis ce que je faisais dans mon entreprise qui me plaisait pas toujours. Donc voilà, j'ai pris cette décision de partir. Ça a été vu avec mon employeur. On était tout à fait d'accord et pour le meilleur, je pense. C'est parfois on fait des parallèles sans doute très maladroits dans les enseignements autour du management, qu'il y a des parallèles à faire entre l'éducation et le management. On va pas rentrer là-dedans, vous inquiétez pas. Peut-être qu'on le fera un autre jour, allez savoir, mais c'est pas l'objectif de cet échange. Tout simplement, tu m'as contacté et je me suis rendu compte que cet acronyme d'ESN, il n'était pas familier pour moi. J'avais d'autres acronymes en tête et tu vas me dire s'il y a des différences, si c'est bien la même chose, etc. Peut-être pour vraiment poser un petit peu les décors de manière simple et efficace, qu'est-ce que c'est qu'une ESN et c'est quoi son organisation, sa façon de fonctionner, ses caractéristiques? Alors, une ESN, donc c'est une entreprise de services du numérique. C'est assez simple, ça répond à un besoin des entreprises, grosses ou petites d'ailleurs, d'externaliser une partie de leur fonction informatique. Faut dire que régulièrement, les grandes entreprises vont se lancer dans des projets parfois d'innovation, parfois touchy, parfois où ils ont besoin de talents qu'ils n'ont pas en interne. Et donc, les ESN répondent complètement à ce besoin. Donc, les ESN, très basiquement, je veux dire, la définition basique, vendent des compétences, vendent des produits à d'autres entreprises. Et ces compétences, ce sont des gens, tout simplement. Donc, moi, dans mon ESN, vraiment, on avait une vision extrêmement large, autant en informatique qu'en industrie, qu'en énergie. Et moi, sur ma business unit, on était vraiment sur la partie informatique. On a évolué en digital après. Et c'est vrai que... C'est quoi la différence informatique, digital ? Tu peux nous... Alors, nous, c'était un positionnement qu'on avait. C'est-à-dire que informatique, on prenait ça en entier. C'est-à-dire avec la partie infra, la partie applicative. Nous, digital, c'était vraiment la partie applicative, digitalisation des process aussi, conduite du changement sur l'entreprise numérique. Donc, okay. Voilà, c'était cette appellation-là qu'on avait. Ok.
Et alors, pourquoi est-ce que moi j'appelais ça une SS2I? Est-ce que c'est que l'appellation a changé? Ça a été modernisé? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? alors tout à fait. Bon, grosso modo, c'est exactement la même chose, hein. Derrière, c'est le même syndicat national, hein, sauf qu'il y a quelques années, ils ont décidé de refaire leur, image de marque. C'est vrai que SS2I avait une très mauvaise image de vendeur de viande, hein, je pense qu'on l'a tous entendu. Et donc, est venu le besoin de se moderniser. Alors autant, hein, sur cette partie-là, c'est-à-dire de faire oublier un peu cette mauvaise image qu'ils avaient par rapport aux consultants, mais aussi, de correspondre mieux à leurs clients. Voilà, les services du numérique, c'est vraiment de l'accompagnement global et pas juste, des plateaux où il y a, des techs, qui sont, toute la journée, je dirais, en train de faire, des résolutions de problèmes. Il y a aussi, voilà, une image, d'accompagnement plus haut niveau, pour, les entreprises, d'accompagnement plus stratégique. Et ce changement d'image, quelque part changement de positionnement, mais est-ce que ce changement d'image, il a été fructueux, tu penses, sur les dernières années où tu as travaillé, toi de ton côté? Est-ce que tu avais le sentiment que l'image de ces entreprises était plus positive que l'image qu'on pouvait avoir des SS2I il y a plus longtemps? Ou est-ce que bon, les mêmes causes produisent peut-être un tout petit peu les mêmes effets? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Alors déjà, moi quand je suis rentrée, dans mon ESN, c'était en 2017, ça faisait déjà quelques années que le Ouais. mot avait changé. Ouais. Mais tout le monde me parlait, tout le temps, d'SS2I, hein, très clairement. Ouais. Et donc, Ouais. j'allais dire, c'était vraiment un argument, marketing de dire: «Non, non, on n'est surtout pas une SS2I, on est une ESN». Bon, dans les faits, on restait quand même, assez, marqués par ce passé-là. Après, je dirais que chaque entreprise, hein, chaque ESN, hein, va avoir vraiment son positionnement aussi, hein, dire entre guillemets «plus ou moins haut de gamme», par rapport à ses clients, proposer des services qui peuvent être très différents et autant, il y a certaines ESN qui sont restées dans un mode SS2I assez, classique et autant certaines autres ont vraiment évolué sur leur accompagnement et là ça correspond vraiment à un changement complet, de paradigme. Alors, on enchaîne toutes les questions qui n'étaient pas du tout prêtes dans le conducteur. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent. Je t'interroge sur plein d'autres sujets en parallèle avant qu'on déroule notre conducteur, mais j'ai une ultime question qui me brûle les lèvres aussi. C'est par rapport à, là aussi, ton parcours et ce que tu constates aujourd'hui dans le monde de la tech. Bon, s'il y a un épisode de podcast qui sort où on parle pas de chat GPT, d'intelligence artificielle, il paraît qu'on est has-been, donc j'essaie de le faire à ma manière. Non, en toute transparence, je me posais aussi la question, est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est dans la mise en application dans les entreprises peut-être encore, n'en déplaise à certains, balbutiante, mais ça va aller très 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 vite probablement. Est-ce que tu penses que ça peut mettre à mal les modèles de ces entreprises ou tout du moins la façon dont c'est géré, la façon dont c'est mis à disposition dans leurs services auprès des clients? Je ne sais pas si tu as un avis sur le sujet d'ailleurs. Alors, je vais te répondre une première chose. Moi, je suis assez fan de ChatGPT. Je me suis complètement plongée dans l'outil. Je m'en sers pour tout et n'importe quoi, même pour nous Pour rédiger les réponses aux questions de cet épisode. Exactement, mais en fait, Bah, ça donne plein d'idées qu'on n'aurait peut-être pas eues, au je suis premier d'accord. abord et je trouve que dans le cadre de son travail, ça peut être vraiment, très performant quand c'est bien utilisé. Et pour revenir sur tout ce qui est IA, je me faisais une réflexion parce que j'étais sur LinkedIn tout à l'heure et je vois passer un post justement sur une entreprise, une start-up qui lance vraiment un modèle d'IA pour générer des fiches de poste. Et j'ai testé, développeur Java senior et hop, le nom de l'entreprise et paf, il te sort un pavé mais magnifique qui donne vachement envie de postuler, mais qui se battent sur du vent, hein, sur rien du tout. Et disons que c'est comme tout, hein, un outil d'IA peut être parfaitement utilisé à des fins de créativité, à des fins de productivité, mais aussi peut être complètement retourné pour faire de l'abattage, hein, très clairement, voilà, dans un domaine comme le management et le recrutement. Donc voilà, c'est vraiment chacun qui va devoir revoir sa position par rapport à ces outils pour voir comment il s'en sert. Hein. Donc, mais moi, j'ai pas de doute particulier sur le fait qu'on ça va être extrêmement utile. Ça va changer plus ou moins la façon de travailler, mais je suis pas sûre que ce soit pour un mal. Franchement, je pense qu'on peut s'en servir à très bon escient.
Ouais, il va falloir accompagner le changement comme dans beaucoup de situations, des trucs qui doivent faire écho à plein de choses que tu as vécues, d'ailleurs, l'accompagnement du changement. Ouais, Tu disais que c'était parfois du vent, on parlait des offres d'emploi, et je me dis spontanément aussi que c'est très pertinent pour une offre d'emploi parce que quelque part, une offre d'emploi, c'est extrêmement formaté quand on y pense. Il y a peut-être, je sais pas, quelques pourcents d'une fiche de poste qui change selon la boîte, mais dans l'absolu, j'imagine que tu changes le logo et l'emplacement, d'ailleurs ou pas, et ça marche aussi. Et ça montre aussi à quel point peut-être des entreprises qui veulent recruter vont avoir besoin de mettre en avant leurs valeurs plus que jamais. Quand on met en avant une offre d'emploi, ça va peut-être être plus vital que jamais, j'imagine, d'arriver à mettre en avant des choses qui sont prouvées, enfin qui sont des engagements quelque part et des choses assez différenciantes par rapport à leurs concurrents. Mais bon, c'est aussi un autre sujet. Question très simple, Marlène. On va se positionner dans la position, on va se positionner dans le rôle d'un candidat, d'un employé, de quelqu'un qui travaille dans une ESN. La question, elle est simple en matière de formation et d'accompagnement. Est-ce qu'il est accompagné ? Est-ce que toi, de ton vécu, tu voyais les personnes qui étaient formées, valorisées ? Normalement, il y a un service RH, un service formation, non ? Comment ça se passe ? Oui, alors évidemment, nous on avait un service formation qui était là pour faire évoluer les équipes. J'allais dire, comme dans toute entreprise, de toute façon, l'employeur, il a une obligation de formation. Et j'allais dire encore plus dans l'IT, parce que sinon, ces équipes deviennent très vite hors scope par rapport à des clients qui font justement appel à ce genre d'entreprise pour avoir des talents qu'ils n'ont pas chez eux. Alors après, c'est toujours compliqué, parce que selon les ESN, vraiment, on peut avoir une diversité d'approches par rapport à la formation qui est assez hallucinante. Je reviendrai après sur là où je travaillais, mais je connais quand même pas mal de monde dans d'autres ESN. Il y a certaines ESN, la formation est vraiment mise en avant. C'est-à-dire que vous avez tant de jours de formation obligatoires à faire dans l'année. Les clients sont au courant que X jours dans l'année, les consultants ne sont pas là, ils sont formés pour être encore meilleurs quand ils reviennent après. Ça fait partie vraiment de la culture d'entreprise. Nous, techniquement, ça faisait partie aussi de la culture d'entreprise. Tous les ans, on faisait remonter les besoins de formation de nos consultants. Après, est-ce que c'était pris en compte ? C'était pas toujours évident, pour une simple et bonne raison, c'est que un consultant qui est en formation, il n'est pas chez un client, c'est-à-dire qu'il n'est pas facturé. Et ça, c'est très vite problématique. C'est-à-dire que nous, en plus, en tant que manager, on était impacté directement sur notre salaire, je veux le dire très clairement, si jamais on n'atteignait pas les objectifs financiers sur notre agence. Donc, ça faisait beaucoup à gérer. Et puis, au niveau de notre hiérarchie, c'était pareil. Si on n'était pas au carré sur les objectifs financiers, c'était autant de pertes de salaire. Et donc, c'est vrai qu'on n'était pas du tout incité à former nos consultants. Et je dois dire que la plupart des managers, on en souffrait autant que nos consultants. C'est-à-dire que on se voyait bien que ne pas les former, c'était pas les valoriser, pas leur permettre de trouver des missions plus intéressantes la fois d'après, et éventuellement on va aussi les perdre, parce qu'ils seraient allés voir ailleurs si l'herbe était pas plus verte. Donc vraiment, faut prendre le temps face, j'allais dire n'importe quelle entreprise, ça non pas, de bien valider quelle est la politique, notamment de formation de ces entreprises. Quand on est dans l'IT, la formation, c'est son bagage vital, j'allais dire. Passer 2 ans sans se former, on est très vite has-been. Donc, c'est vraiment la responsabilité de chacun de faire en sorte de se former. Si l'entreprise le fait pas assez vite ou assez bien, faut le faire tout seul, et au pire, aller voir ailleurs, malheureusement. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent, je pense à des sites notamment, je pense à des Glassdoor, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des moyens, des tips qu'on pourrait donner aux personnes qui voudraient être recrutées dans ce type d'entreprise, d'essayer justement de cerner un petit peu à l'avance ? Parce que moi, j'imagine que les recruteurs peuvent aussi dire oui, il y a des formations, et puis en fait, ça se vérifie pas forcément dans les faits. Est-ce que tu as des astuces là-dessus, ou est-ce que non, il y a que le bouche à oreille et l'expérience qui compte ? Bouche à oreille beaucoup. Les sites, moi, je m'y fie pas du tout, parce que basiquement, il y a que les gens pas contents qui postent, et c'est assez difficile. C'est comme les avis sur Google Maps pour un restaurant, quoi. Si voilà. t'es pas incité à évaluer quand ça se passe bien, t'auras que des mauvaises notes. Voilà. Moi, j'incite surtout en entretien à poser beaucoup de questions précises sur ce qui se passe. C'est-à-dire que parler de formation, c'est bien. Ok, combien de jours en vrai ? Comment ça se passe ?
quand est-ce qu'on est formé? Est-ce que c'est pendant qu'on est en mission? Est-ce que c'est entre les missions? Voilà, essayer de challenger un peu le manager qu'on a en face de soi, qui a en général, et je parle d'expérience, son discours tout fait. Et si on creuse un peu, très vite, on va s'apercevoir si c'est un discours qui tient la route ou si c'est juste, voilà, une façade. Donc, c'est pour tout entretien et toute entreprise. Hein. Donc, d'autant plus sur des sujets comme ça qui sont quand même hyper importants pour les consultants. C'est intéressant parce que spontanément, j'aurais vraiment misé sur le fait que c'était des choses qui se vérifiaient sur des sites. Alors, je pensais Glassdoor, peut-être d'autres sites que je connais pas forcément. Mais c'est hyper intéressant que tu dises qu'il faut peut-être pas forcément s'y fier et que peut-être qu'il y a des avis très négatifs finalement sur ce sujet-là, mais que dans la réalité, ça se vérifie pas. Peut-être inversement, forcément. Ok, on avait prévu de parler d'un sujet qui semble faire écho peut-être à des souvenirs de ton côté, ou là aussi du bouche à oreille parmi toutes les personnes qui sont impliquées dans ces entreprises-là avec lesquelles tu as pu échanger. Un truc dont on parle pas forcément souvent, mais c'est l'ambiance dans une ESN, dans une entreprise du numérique. Vu de l'extérieur, moi je vais donner l'image que j'en ai, j'ai un peu la vision startup, quoi. J'ai la vision du baby-foot qui est au milieu de l'open space quand les personnes sont pas en mission, l'esprit un peu cool, des sofas, une égalité homme-femme qui a dû bien être développée depuis pas mal de temps maintenant que je suis dans un environnement de travail depuis quelques dizaines d'années. Comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance dans une ESN? Alors, tu vois, en préparant, je m'étais noté. Est-ce que tu veux savoir si on a des baby-foot? Est-ce qu'il y a un baby-foot? Et quelle alors, marque? Oui. Mais franchement, alors, il y a des baby-foot, il y avait même des bureaux. Est-ce que ce sont des Bonzini ou des Ça, je sais pas. Leclerc? On avait même des bureaux, on avait mis des Dark Vador et plein de trucs Star Wars. Ah ouais? Ouais, mais si tu veux, ça, c'est très joli, c'est sympa, hein, mais ça donne pas la réalité de ce qu'on peut attendre dans une entreprise. Si, quand on vous fait passer dans les couloirs, on vous dit « Ah, super, on a la salle de pause avec sofa et baby-foot, pitié, limite fuyez, quoi. » Parce que c'est qu'on a que ça à vous vendre. Ah, ok. Et okay. non, alors, c'est effectivement... les ESN veulent avoir cette image-là. Forcément, on est dans un métier où l'innovation, c'est important et ça passe aussi par ce genre de code très anglo-saxon, en fait. Hein. Mais une ESN, malheureusement, c'est aussi un endroit où on vend des compétences et ces compétences, c'est des gens qui les ont. Et le côté vendeur de viande, même si c'est vraiment pas le cas partout, faut vraiment s'en méfier. C'est-à-dire que tout peut être très rose un beau jour et puis le lendemain logique financière, t'es pas en mission depuis un petit moment, peut-être qu'il va falloir accepter des choses que t'aurais pas accepté d'habitude. Et bon, une pression peut se mettre aussi. Et moi j'ai vécu des situations où ça en devenait morbide, vraiment. Donc voilà, dans une ESN, faut quand même, pour quelqu'un qui veut rentrer dans une ESN et qui connaît pas, faut s'y attendre, on est considéré comme un produit quand on est un consultant. On est sur le catalogue. C'est ça que les commerciaux, les managers vont vendre. Donc, si tu as du mal déjà avec cette notion-là, faut pas aller en ESN, ça va pas marcher du tout. Donc, le but d'un manager, c'est vraiment de vendre le plus cher possible et parfois, il est prêt à tout. Et alors, voilà, des anecdotes folles. Alors, c'est pas arrivé sur mon plateau, mais je sais que ça c'est arrivé pas très loin. Donc, quand tu as besoin que ton consultant aille en mission, parce que ça fait un petit moment qu'il te coûte trop cher, il peut arriver, tu as un client qui a un besoin, et puis t'as pas forcément la compétence en face. Et alors autant créer un faux dossier de compétences, quelque chose de très bien brandé pour le client, et puis tu vas voir un consultant qui n'est pas en mission depuis longtemps, et puis il dit maintenant c'est toi. Et maintenant tu vas te présenter au client et tu vas vendre que tu as ces compétences. Et si on n'est pas prêt psychologiquement, ça peut vraiment être assez déstabilisant, surtout que en général, on n'y va pas avec les meilleurs augures et ça se passe pas forcément très bien. Voilà, parfois, faut se dire que voilà, on est là aussi pour caser les gens à tout prix, qu'ils aient envie d'aller en mission ou pas. Donc ça existe. Il faut se blinder là-dessus. C'est pas contre la personne, c'est que on a des objectifs et parfois on devient un peu pressant, très clairement.
Alors, je vais te dire, il y a d'autres, moi, il y a d'autres trucs. Alors, pourtant, avant de bosser dans l'IT, je bossais dans l'événementiel. Alors, je vais te dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais je pensais pas retrouver des choses comme ça dans ce monde-là. On avait beaucoup de consultants qui venaient notamment des pays du Maghreb. Et alors, c'est eux qui nous faisaient vivre. Hein. Très clairement, s'ils n'avaient pas de compétences, ils n'avaient pas de mission. Nous, on n'avait rien. Hein. Donc, j'allais dire, voilà, on était quand même bien contents qu'ils soient là. Mais on avait aussi vraiment, j'allais dire, un racisme parfois institutionnalisé, mais qui venait de très haut. Hein. J'ai une anecdote là qui m'est revenue en préparant. Et ce racisme-là, faut se dire que c'est pas juste intrinsèque aux ESN. Hein. Ça venait aussi des clients. Donc j'ai une collègue qui avait envoyé un dossier de compétences à un client qu'elle connaissait assez mal. Et donc, faut savoir, les dossiers sont anonymisés. Hein. Donc, il n'y a pas de nom dessus. Et donc, le client accepte de recevoir les consultants en entretien. Et a priori, sur le papier, ils avaient donc les compétences attendues, pas de problème. Sauf que le client, il a rappelé ma collègue après les entretiens et il lui a dit direct, et j'étais à côté d'elle. Hein. Alors, c'est pas la peine de me présenter d'autres profils étrangers. De toute façon, je les prendrai pas, j'en ai déjà trop chez moi. Oh la vache, ouais. Donc, je dis ça pour pas qu'on perde de temps. Hein. Ouais, elle lui dit ça comme ça. Et alors, c'est pas fini, hein, parce qu'elle était super embêtée. Donc, en réunion, oui. elle dit, enfin, remonte l'incident. Et elle dit, mais super, mais je fais quoi avec ce client? Et donc, la réponse officielle devant tout le monde, hein, c'était, t'as qu'à lui envoyer des Français ou au pire des Européens. Ok. Voilà. Donc, on n'avait pas se fâcher avec le client. Donc, fallait s'adapter. Voilà. Et je te fais l'impasse sur le voile et compagnie, où parfois, on faisait des trucs absolument hallucinants. Parce que, manque de courage, voilà, de pas se fâcher avec un client. Et on disait, bon, c'est un épiphénomène, etc. Sauf que, si tu veux, c'était tellement dans la culture d'entreprise que de temps en temps, on entendait des trucs en réunion, voilà, comme je viens de te dire là, où on se posait plus la question. Et si tu veux, bon, une fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis, purée, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que vraiment j'ai envie de travailler comme ça? Et j'ai même pas forcément les gens avec lesquels j'étais parce que on avait tous une pression de fou et surtout voilà, moi j'étais quand on a vécu un rachat par une grande entreprise internationale, etc. Enfin franchement tout le monde était sur la sellette, mais j'allais dire du matin pour le soir. Hein. Donc ouais, on se laissait parfois aller à ce genre de choses, mais j'allais dire sur du racisme, mais sur du sexisme aussi. Ouais, c'était fou. Alors il y a de plus en plus de femmes dans l'IT. Nous, en ESN, il y a de plus en plus aussi au niveau des managers. Hein, très, très clairement, c'est un métier qui s'est énormément féminisé. On était vraiment en majorité, nous, sur le plateau digital. Et donc, on peut s'attendre à ce que le sort des consultantes soit quand même un peu plus rose que dans certains secteurs, notamment, je pense, c'est à peine caricatural, hein, ou dans l'industrie, parfois, c'était un peu compliqué. Donc, dans le digital, en général, on s'en sort mieux, mais on avait quand même la fâcheuse tendance à recourir à la facilité. Et si jamais, encore une fois, on avait des consultantes qui étaient sans mission, on avait pour habitude de les faire passer vraiment en mode pot de fleurs chez certains clients qu'on connaissait bien, voire même en interne sur certains plateaux où on savait très bien qu'elles seraient recrutées, voilà, le casting physique, quoi. Mais c'est pas rare, hein. C'est pas rare. Et enfin, moi-même, je me suis laissée aller à ça, mais bêtement. Alors, je savais que la personne ne courait aucun risque, hein, mais c'était un client un peu compliqué. Il nous virait tous les consultants qu'il avait eu. Et puis, un jour, je me suis dit, mais je vais lui mettre une nana et il va être content. Et en effet, il n'a jamais eu de problème. Mais voilà, c'est encore une fois le client est roi, quoi. Et mais bon, c'est ce que je te dis, c'est au bout d'un moment, j'étais plus alignée avec ce que je faisais et ce que je commençais à penser. Et je me disais, mais purée, mais tu peux pas faire ça. Et puis en fait, si tu te laisses happer. Donc, alors heureusement, c'est pas partout pareil. Et je dirais, faut aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que pour un consultant, ce que je trouve important, c'est d'être droit dans ses baskets. C'est-à-dire que la compétence physique, ça fait partie du jeu, de la vie. C'est comme ça. Soit tu t'y fais, soit tu refuses complètement d'être dans une logique ESN, hein, où forcément tu vas passer devant des clients un peu toute la journée. Et puis c'est ce qui va fatalement se passer au bout d'un moment. Donc voilà, c'est encore une fois, faut bien poser des questions, voir où on met les pieds. Et puis bon, si on se sent pas à l'aise, hein, je vais dire, on est dans l'IT, on peut changer de boîte assez facilement. Faut pas s'en priver.
C'est quand même édifiant, en fait, pour tout te dire, ce que tu me racontes. Et je dois dire, on sait qu'il y a du racisme et du sexisme dans nos sociétés, qu'il y a plein de problèmes par rapport à des minorités. Hein. Et je pense aussi aux personnes en situation de handicap. Mais effectivement, quand on y est confronté, dans la situation dans laquelle tu es, j'imagine à quel point ça doit être compliqué, parce que là on est tous les deux un peu à l'aise derrière un podcast sans avoir trop de soucis pour nous engager à tenir des propos, mais effectivement quand tu es dans une situation professionnelle où tu engages une partie du chiffre d'affaires, une partie de la vente, finalement tu te fais vite, j'imagine, embarquer dans ce sentiment-là, et c'est un peu la question que je voulais te poser juste derrière, même si tu as partiellement répondu déjà dans la manière dont tu présentes les choses. C'est, est-ce que tu penses que tout ça c'est systémique et que la nature même de mettre à disposition des compétences humaines dans une entreprise vendue par une autre entreprise fait que nécessairement il y aura ces travers-là, ou est-ce que on peut imaginer qu'il y ait des environnements qui font plus que de se prétendre comme étant éthiques et peuvent fonctionner durablement en luttant contre ces travers-là? J'imagine qu'il y en a plein qui le promettent, mais pour qui ça se vérifie pas forcément. Enfin, tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a une solution presque dans la société, dans le monde professionnel qu'on pourrait appliquer à tout ça, ou est-ce que c'est perdu d'avance? Quelque part, quand tu dis il faut savoir que ça fait partie du jeu dans le monde de l'IT, ça donne presque l'impression que tu t'es résigné et que ça te paraît insurmontable. Mais je ne sais pas si c'est uniquement une fatigue de ta part ou une vraie vision. Oui aussi. Alors, dans le sens où moi, je l'ai vu autant de la part de mes collègues, de mes hiérarchies, que de mes clients. C'est-à-dire que je l'ai vu partout. Et j'ai vu aussi des clients extrêmement bienveillants, voilà, qui étaient les premiers à dire si, limite, envoyez-moi les femmes voilées parce que je sais que c'est difficile pour elles sinon. Mais vraiment, hein. Ouais. Et donc, moi, je vois ça aussi de la part, enfin, comme difficulté inhérente à la très grande entreprise, qui peut faire tout ce qu'elle veut pour afficher un beau discours d'inclusion, etc. À partir du moment où à la fin c'est un actionnaire qui décide pour son portefeuille, plus rien ne tient. C'est-à-dire qu'on faisait, mais c'était effrayant. On pouvait avoir un lundi, allez maintenant on est éthique, on fait vraiment que des recrutements qualitatifs. Le vendredi, les chiffres tombent, sont mauvais, puis on arrête tout quoi. Okay. Voilà. Donc c'est le changement de mentalité, peut-être qu'il peut venir donc sur de la plus petite entreprise ou sur de la petite entité au sein d'une grande entreprise, mais tant qu'on fera ce que j'appelle de l'Excel management, c'est-à-dire vraiment uniquement managé par du chiffre, si tu veux, quand on manage comme ça, on voit plus les personnes. On ne voit que des gouffres financiers, des lignes sur un tableau. Mais après, est-ce que c'est possible? Tu vois, c'est là aussi la question, et parce que ça paraît être juste une histoire de décision et d'éthique. Est-ce que c'est viable? En fait, elle est là aussi la question. C'est que tu dis, tant qu'on fera de la gestion par Excel, c'est-à-dire de mettre en face des charges qu'on a, des revenus, donc de sommairement voir les choses comme ça. Mais après, je me fais l'avocat du diable. Peut-être que tu te dis, ouais, mais si tu fais une gestion des gens éthique, humaine et basée sur les compétences et dans la valorisation de l'individu, ça marche pas financièrement, peut-être que ça marche pas. Tu vois, je me rends pas compte, hein, mais... Alors, disons que ça peut être perçu qu'effectivement, ça marche pas à court terme. Mais parce que, effectivement... à la semaine, ça marche pas, quoi. Voilà. Nous, on avait un modèle où, très clairement, le turnover faisait partie du business model, quoi. Ok, c'est comme une entreprise qui perd des clients de manière récurrente, il l'a intégré et il fait avec, quoi. Voilà. Mais j'allais dire, même en termes de... Bon, j'allais dire, c'est un peu partout pareil, mais même en termes de risques sociaux, par exemple de prud'homme, c'était budgété. Ouais. Ok, voilà. C'était identifié dans les volumes des risques. Okay. Et je vais te dire autre chose. Et là, je retourne un peu la situation, c'est-à-dire que malgré des situations qui étaient parfois vraiment hyper tendax, j'ai eu une fois quelqu'un qui est venu se plaindre. Parce que les gens, les consultants, j'allais dire, ils laissent passer, et puis si ça leur va pas, effectivement, ils démissionnent, mais sans jamais faire remonter vraiment un mal-être, etc.
Sauf que, est-ce que vraiment on construit une entreprise comme ça? On a des entreprises qui se construisent effectivement comme ça, mais je trouve que ça n'a pas de valeur particulière à part pécuniaire, hein, mais bon, ok. Mais j'allais dire même pour les consultants, même les salariés des entreprises, est-ce que vraiment c'est une manière de se construire, de dire juste je laisse couler et j'allais dire moi j'étais la première à laisser couler en partant et après quelques temps de réflexion, je me suis dit non. Enfin, j'avais déjà ça dans la tête longtemps. Je me suis dit non, mais il faut quand même mettre ta petite pierre à l'édifice de bien dire que ça tourne pas rond, quoi. Mais maintenant, la solution, quelle est-elle? Je vais dire, je l'ai sans doute pas à mon niveau, hein, mais chacun doit intervenir. Autant, voilà, au niveau des hiérarchies, avec des gens qui s'engagent véritablement sur des résultats qui ne sont pas que financiers, mais qui sont aussi vraiment de la valeur humaine. Et puis, ceux qui sont lésés, ils doivent pas hésiter à le faire remonter. C'est voilà, chacun doit. Mais bon, j'allais dire, on commence à être dans une culture où ça se fait de plus en plus, et voilà. Et donc, j'irai pour le mieux, très clairement. Bon, écoute, merci. Je mentionnais très brièvement aussi les situations de handicap. Tu semblais réagir. Je ne sais pas si tu voulais greffer des anecdotes ou juste parce que tu confirmais c'est très difficile. La situation. C'est très difficile en ESN, encore une fois. Disons qu'en tant que recruteur, je veux dire, moi, j'ai pas mal recruté quand même. Donc, je me posais toujours la question, est-ce que la personne que j'ai en face de moi va fitter avec un client? Et je pouvais avoir des doutes par rapport à plein de choses, par rapport à des compétences, etc. Mais aussi par rapport à la capacité de s'intégrer dans une équipe, ne serait-ce que sur des choses très bêtes. C'est-à-dire, mon client, s'il fait appel à moi, c'est pour pas être embêté par plein de sujets, y compris sociaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de recruter, il n'a pas besoin de virer si ça ne va pas, il se gêne pas. Mais si je lui amène une solution qui potentiellement dans sa tête est un problème, du style, je sais pas, est-ce que, super, je vais devoir lui trouver un siège adapté, ou il entend pas très bien comment je vais faire. Il est en fauteuil roulant, mais il y a un accès qui est pas personne à mobilité réduite. Forcément, je me posais la question, c'est ok, comment mes clients vont réagir, et on prenait un peu on sautait pas forcément de joie en voyant une personne en situation de handicap. On se disait, voilà, est-ce que ça va être facile avec mes clients ou pas? Et ceci dit, on a eu des réflexions. Alors, moi, dans nos équipes, on n'était pas chez moi, mais on a eu un développeur, un tech leader d'ailleurs, qui était malentendant assez fortement. Et en interne, enfin, il était parfait pour aller sur des projets en interne. Et on a un des chefs de projet qui a dit, mais jamais je prendrai un sourd. Alors que franchement, le seul problème qu'il y avait, c'était qu'il fallait lui parler en face, c'est-à-dire la base de la politesse quand même. Et finalement, ce mec-là, il est parti chez un client qu'il a très bien accueilli pour faire des projets, mais fabuleux, hein. Donc tant mieux. Et puis, j'allais dire, parfois quand on est face à des gens, on va dire pas très malins, peut-être pas pousser, effectivement, juste leur faire remarquer qu'effectivement c'était pas la meilleure approche. Et puis s'ils n'ont pas envie de travailler avec nous, tant pis pour eux. Surtout quand on a vraiment des compétences comme lui, qui étaient de très belles compétences. Bon, merci pour cet éclairage. Je me faisais aussi la réflexion, mais comme je manque de connaissances sur le dispositif Lego, et peut-être que toi, tu vas pouvoir m'éclairer si tu le sais, mais je sais que les entreprises, au-delà d'un certain volume de collaborateurs, sont amenées à avoir, je crois, des pénalités s'ils n'ont pas un certain pourcentage de personnes qui sont en situation de handicap. Mais j'imagine qu'évidemment, ça ne s'applique pas quand c'est de la commande de prestations auprès d'une ESN et que ce problème, enfin, cet impact, il n'est pas... Je pense que s'ils font appel à un volume de consultants d'une ESN, il n'y a absolument pas de considération de pourcentage de personnes en situation de handicap. Alors là, je sais pas. Pour le coup, je savais pas. Du coup, là, je l'ai plus en tête. Hein. Je m'étais un peu renseignée, mais ça compte pas forcément. Par contre, nous, ce qui était particulier, c'est qu'on recrutait et alors on cherchait donc les RQTH, hein, les personnes reconnaissance, travailleurs. Situation de handicap. Parce qu'évidemment, on en avait besoin parce qu'on n'avait pas assez et qu'on payait une blinde de pénalité. Justement. Mais encore une fois, et alors, je vais te dire, on était vraiment grassement payés quand on recrutait un profil RQTH. Parce que ça faisait du bien à l'entreprise, pour plein de raisons, pour payer moins, mais aussi en termes de représentation. Et c'était toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'après, quand on les avait dans les équipes, il y avait toujours cette question latente, qu'est-ce qu'on va faire? Alors,
Et certains, ça se voyait pas du tout. J'allais dire, c'était vraiment du handicap invisible, etc. Mais en gros, c'est ça qu'on recherchait. C'était cette perle rare. Donc, c'est assez fou à dire comme ça, mais c'était le cas. C'est dingue. Ouais. J'imagine que ça doit être effectivement assez compliqué. Et puis après, c'est l'éternel arbitrage. C'est terrible de faire la comparaison, mais est-ce que ça coûte plus cher d'avoir des amendes liées au problème de stationnement que de payer le parking? Enfin, c'est terrible de se poser la question sous cet angle-là, mais ça donne une image. J'avais prévu dans le conducteur, on en avait partagé avant, hein, Marlène, est-ce que toutes les ESN se valent? Mais j'ai cru comprendre que probablement non, mais moi je sais pas si tu voulais développer ce point-là. J'ai l'impression quand même que voilà, la réponse elle est un peu triviale et que non, toutes les entreprises de ce type ne se valent pas et qu'il y en a qui sont plus agréables à vivre que d'autres. Mais... Oui, alors juste pour préciser, j'allais dire qu'évidemment dans les très grosses, encore une fois, faut pas faire que la différence très grosse ESN et petite PME où ce serait plus beau, etc. Je pense que chacune a ses types de fonctionnement, chacune a ses clients différents. Il faut, si on est un jeune ou moins jeune, hein, qu'on s'intéresse à une ESN, il faut surtout se demander quel est son objectif à soi. C'est-à-dire que une ESN généraliste, comme dans laquelle j'étais, n'a pas vocation à trouver des missions pour des profils extrêmement spécifiques, comme des gens qui maîtrisent un logiciel de comptabilité particulier, ou qui font de la BI de très haut niveau, ou de la cyber vraiment très spécifique. Donc, si quelqu'un a ce profil-là, cette envie-là, c'est même pas la peine d'aller chez un généraliste. Ça va foirer. Et en plus, en général, on trouvera pas des bonnes missions, etc. Et j'ai eu des consultants comme ça où eux-mêmes se posaient des questions sur eux, alors qu'en fait non, c'était juste un mauvais positionnement. Mais par contre, voilà, il y a d'autres ESN où c'est à fond, voilà, sur des produits très spécifiques et où ils développent des talents. Les consultants sont très formés parce que justement ces ESN-là vendent le top du consultant. Donc et pour des jeunes, ça permet d'évoluer très vite parce on est accompagné par des seniors ultra performants, et pour les seniors, ça permet de prendre beaucoup de valeur, de faire des missions intéressantes, d'être reconnu pour sa compétence. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mais j'allais dire, même dans mon ESN un peu border, même parfois beaucoup border, j'avais quand même des consultants qui faisaient des carrières extraordinaires. J'en ai eu dans mes équipes. Faut juste se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on veut à tel moment. Par exemple, moi j'ai eu un consultant, il s'est retrouvé à travailler pour un très grand nom du ferroviaire, à paramétrer, faire tous les tests de paramétrage sur un projet de métro qui était complètement pharaonique. Et voilà, et donc il était par monts et par voies à travers le monde régulièrement. Et la folie, c'était que les gens qui étaient en interne de cette boîte n'avaient pas accès à ce genre de mission. Voilà, c'était réservé aux externes. Et donc, voilà, il n'aurait jamais eu cette opportunité-là ailleurs que dans une ESN. Et voilà, on en avait d'autres qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient des sommités dans leur métier. Nous, on les appelait les stars, entre guillemets. C'était nos pépites. Mais eux, ils avaient jamais de problème. Ils avaient toujours leur formation, ils avaient des augmentations et c'était très bien valorisé. Voilà, pour après le reste, j'allais dire, de profils qui étaient un peu plus. C'est très vulgaire de dire ça, mais passe-partout, mais qui étaient vendus comme ça aux clients. Voilà, pour quelques élus dans ce genre de SN. Ça dépeint un peu le panorama, on l'a bien compris. Du coup, peut-être pour commencer à conclure, Marlène, vu tout ce que tu as géré, au vu de tous les dossiers que tu peux être amené à superviser, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces à transmettre dans ce podcast, peut-être des pièges à éviter aux personnes qui seraient intéressées pour bosser dans cet univers-là, tout simplement sur la constitution de leur profil? C'est quoi le CV idéal? Alors le CV idéal, il n'existe pas parce que le CV, ça sert à rien. Celui qui est fait par ChatGPT. Non, surtout pas. Non, en vrai, le CV, ça sert à rien. Quasiment. Ou alors vraiment dans des cas très précis. Et je vais te dire pourquoi, c'est assez simple. Il y a une image comme ça, on dit que les recruteurs passent en moyenne 6 secondes sur un CV. Oui, voilà. Je connais ce chiffre clé, oui. Voilà, Moi je te dis, je passais pas 1 seconde sur un CV. Ok. Voilà. Moi je regardais 3 mots-clés.
Si ça allait, j'appelais. Je me posais pas plus de Ok. questions. Il y a écrit Java, j'appelle. Je m'en fiche du reste. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok. Et on était très formatés comme ça parce que déjà, on avait besoin de recruter beaucoup. Et en plus, on était formatés comme ça aussi parce qu'il y avait beaucoup de chargés de recrutement qui étaient assez mal formés, qui comprenaient pas vraiment le métier des consultants. Hein. Enfin, c'était pas de leur faute, c'est que vraiment on les formait pas. Et parfois il y avait des sujets complexes. Hein. Moi, j'ai la chance, mon compagnon à ce moment-là et puis mon mari maintenant était dans l'IT, donc si tu veux, j'ai été formée à bonne école. Mais donc forcément, les chasseurs de tête, on les cale sur du mot-clé. Donc ils fonctionnent mot-clé. Et je vais te dire, les job boards, les fameux job boards nouveaux, là, je vais pas donner de nom, mais bon, tout ce qui est très à la mode, fonctionne aussi en mots-clés, parce que c'est ça qu'ils vendent en fait à leur véritable client, donc les ESN, les grandes entreprises, c'est d'avoir des gros pools de candidats qui sont très faciles à trier par mots-clés. Et donc, ne tombez pas dans ce piège du mot-clé, parce que c'est vraiment le plus terrible, c'est-à-dire que c'est très dévalorisant. On peut pas résumer une compétence d'un ingénieur qui a 5 ou 10 ans d'expérience par 3 ou 4 mots-clés, un salaire et une ville voilà, de résidence. C'est assez ridicule. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pitié, pas de CV. Et de toute façon, j'allais dire, même sans CV, on ira vous chasser sur LinkedIn. Donc, voilà. Ok. Donc, si vraiment vous avez envie de postuler quelque part, mais j'allais dire ESN, pas ESN, réfléchissez bien déjà à votre projet. Réfléchissez bien à votre valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que vous faites et ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire, c'est quoi votre spécificité, c'est quoi ce que vous voulez faire et pas ce que vous voulez qu'on vous fasse faire. Et à partir de là, éventuellement, vous pouvez repérer des entreprises qui vous intéressent, des sujets qui vous intéressent. Je veux dire, ne serait-ce que sur LinkedIn, hein, vous allez voir sur les compétences qui vous intéressent, regardez un peu ce que font les gens. Et puis, si vous devez faire un CV, c'est en candidature spontanée. Commencez par ça. Franchement, vu la pénurie de talents, moi, ça me semble tout à fait pertinent de contacter, de regarder voilà les posts des gens sur LinkedIn dans une entreprise qui vous intéresse, sur des sujets qui vous intéressent, de se mettre en relation avec un responsable de département ou voilà des recruteurs dans des entreprises qui vous intéressent et puis de leur dire écoutez, est-ce qu'on peut échanger? Voilà, je suis dispo, votre entreprise me paraît très bien, j'ai telle compétence, est-ce que vous voulez qu'on discute? Mais ça peut vraiment marcher. Faut pas hésiter. Et puis bon, après, si vraiment vous avez envie d'être harcelé jour et nuit, même le week-end, par des chasseurs de tête, vous pouvez mettre votre CV en ligne sur un job board. Vous inquiétez pas, vous allez faire péter votre messagerie. Et c'est voilà. Mais pour moi, ça c'est occuper son emploi du temps en fait. Ça permet de se valoriser sans doute en se disant qu'on est très très recherché, mais pourquoi est-ce qu'on est recherché? Souvent pour faire du tout venant. Voilà. Si on veut vraiment faire des choses très particulières, j'allais dire basiquement haut de gamme, hein, très technologique, très épanouissante, innovante, peut-être pas commencer par le job board. Bon, c'est un bel enseignement. Peut-être vous allez sans doute signer. C'est un peu l'enseignement, mais vous allez peut-être pas signer pour l'épanouissement le plus total. Donc, bon, c'est la différence entre la qualité et puis la facilité, sans doute. Merci infiniment, Marlène. Je ne doute pas que cet épisode va peut-être laisser place à des réactions, à des témoignages. Et évidemment, si c'est le cas, surtout n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez bien évidemment vous rendre sur techcafé.fr et déposer un commentaire sur l'article qui accompagne les épisodes. Ou sommairement contacter Tech Café, les comptes qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais peut-être aussi que les gens vont vouloir te contacter, Marlène, te suivre. Est-ce que tu peux tout simplement nous donner quelques points de contact numériques où on pourrait te retrouver, où on pourrait interagir avec toi? Ouais, déjà je suis sur LinkedIn, donc je pense que c'est un moyen assez simple de prendre contact avec moi. Puis je suis en train de monter mes réseaux, c'est vraiment le début. Donc on laissera vraiment tout ça dans les commentaires et surtout, alors j'ai pas non plus envie d'être noyée. Hein. M'appelez pas pour faire votre CV, pitié. Ils ont compris que ça servait à rien, donc t'en fais pas. Au pire, ils vont demander à ChatGPT. Mais non, déjà sur LinkedIn, c'est très bien. Et puis, oui, je mettrai en ligne mon blog. Et puis, les gens pourront me retrouver comme ça. Au moment où on enregistre cet épisode et au moment où il paraîtra, ton blog ne sera pas encore en ligne, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis en train je suis en train de ça va te pousser, finir de fignoler là. Tu vas me mettre voilà c'est un petit coup de boost là. Je suis obligée. Non, je suis obligée.
En tout cas, au moment où vous écoutez cet épisode, allez quand même vérifier dans les notes parce que peut-être qu'entre-temps, Marlène aura appuyé sur le bouton et que le site sera dispo. Mais d'ores et déjà, vous savez que vous pouvez vous rendre sur LinkedIn. Écoute, un grand merci. Je t'ai trouvé extrêmement à l'aise dans ce sujet. Je pense que vraiment, c'est la démonstration que tu le maîtrises et que tu as beaucoup de vécu derrière. Et ça fait très plaisir de t'entendre témoigner de tout ça, en plus avec le sourire. Donc, un grand merci d'avoir passé ce petit temps en ma compagnie, Marlène. J'espère que j'ai pas démoralisé trop de monde. Eh ben, ils nous le diront. Et je sais pas, quelque chose me dit que non et que c'est mieux d'apporter de l'éclairage sur ce qui se passe pour mieux le vivre, mieux l'affronter ou mieux l'appréhender ou peut-être, pourquoi pas, pour les plus motivés, tenter de le faire bouger, même si j'ai compris que c'est l'affaire un petit peu de tous. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut prendre les choses. Merci infiniment pour ton temps, Marlène. En attendant, je rappelle à nos adorables auditeurs et à ceux qui découvriraient peut-être le podcast qu'en plus, Tech Café est aussi financé par une plateforme de sociofinancement. Donc si jamais vous avez trouvé cet épisode intéressant, écoutez déjà les autres parce que cet épisode n'est pas forcément le format habituel et récurrent, même s'il y a de plus en plus de portraits. Si vous aimez en tout cas les résumés de l'actu tech hebdomadaire et que vous aimez le ton du podcast, rendez-vous sur patreon.com/techcafé et vous pourrez vous engager à mettre quelques euros à la hauteur de vos possibilités chaque mois et vous profiterez d'ailleurs du flux du podcast sans la pub. Merci Marlène. Avec grand plaisir.